Bonsoir à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Ça fait plaisir de venir parler ici. Donc, Active Trafic, elle l'a dit, c'est une association qui est active essentiellement en Suisse alémanique, mais aussi en Suisse romande et en particulier à Genève, qui s'est fondée il y a autour de 25 ans autour d'une initiative fédérale qui demandait rien de moins que la division par 2 du trafic motorisé en Suisse. C'est une idée assez forte qui a remporté un succès avec 20% de oui dans les urnes. Donc, l'idée sur laquelle s'est fondé Active Trafic, c'est vraiment de défendre une mobilité d'avenir. La stratégie ensuite a été de lancer des initiatives, ça a été évoqué, des initiatives dans jusqu'à 8 villes en Suisse. Il y a eu Zurich, Berne, Bâle, Lucerne, Saint-Gall, Winterthur, Thun et Genève, qui sont des initiatives qui demandaient à chaque fois de diminuer de 10 ou parfois 5, parfois 15% suivant les villes, le trafic motorisé dans les 10 ans. Ces initiatives ou les contre-projets qui ont été apposés ont tous été acceptés par la population ou par les parlements locaux. Et à Genève, l'initiative a été un peu différente. C'était une initiative qui s'appelle l'initiative 144 pour la mobilité douce, qui a été acceptée en mai 2011 et qui demandait essentiellement 3 choses. Un plan directeur cantonal pour la mobilité douce, donc un plan qui mette sur le même plan, le même niveau que les autres aménagements routiers, la question de la mobilité douce, donc des aménagements cyclables en particulier, puisque quand on parle de mobilité douce, en général on parle de mobilité cyclable et cycliste et piétonne. Les transports publics sont de la mobilité écologique, mais normalement pas inclus sous le terme mobilité douce. Donc cette initiative traitait vraiment la question des vélos et des piétons, donc un plan directeur cantonal, des aménagements cyclables directs, continus et sécurisés pour tout le réseau de routes primaires et secondaires, et des aménagements piétons davantage sécurisés avec des carrefours qui encouragent la mobilité piétonne, notamment. Donc je le disais, la vision d'Active Trafic, c'est vraiment une vision qui s'articule autour d'une mobilité d'avenir. C'est quoi pour nous? Ça veut dire qu'on doit répondre véritablement aux enjeux actuels. Et les enjeux actuels, au niveau global, au niveau mondial, on le sait, c'est la question de la crise écologique globale, en particulier de la crise climatique. On le sait, c'est quelque chose qui est lancinant dans les actualités chaque mois, chaque année. On bat des records de température. C'est particulièrement fort cette année en 2016. On sait qu'on va battre tous les records de température visiblement. Donc on est face à une espèce de cataclysme lent. On a une communauté scientifique unanime qui nous dit il va falloir agir de manière extrêmement drastique pour répondre à ça, c'est-à-dire une diminution des émissions de CO2 de 90% d'ici à 2050 pour les pays industrialisés. Alors, ça paraît abstrait comme ça. Pour la Suisse, qu'est-ce que ça signifie, les émissions de CO2 ? Les transports dans le CO2, c'est 30% des émissions de CO2. Alors, c'est sûr, c'est pas la totalité des émissions de CO2, mais les transports, c'est le seul domaine où les émissions de CO2 ne sont pas en train de stagner ou de baisser, mais continuent d'augmenter et d'augmenter chaque année. Donc, on est face à un problème majeur, global, auquel il faut trouver des réponses locales Et on a en plus, sur la question des transports, un secteur qui est extrêmement dépendant du pétrole. Le 99% des véhicules qui circulent aujourd'hui circulent avec de l'essence, parfois du gaz naturel, mais disons avec des énergies fossiles. Donc on est face à un problème qui est colossal, malgré ce que disent les défenseurs du mythe de la voiture électrique, qui est un mythe propagé depuis 40 ans, qui n'a pas encore du tout vu le jour, qui a surtout permis jusqu'à maintenant d'entretenir l'idée qu'on pouvait continuer sur la même voie au niveau des infrastructures routières, mais en réalité, ça ne se concrétise pas du tout dans les faits. Donc en plus de cet enjeu global climatique, il y a des enjeux locaux de pollution de l'air. En Suisse, c'est 3000 décès par an, 3000 décès prématurés par an à cause de la pollution de l'air. On a aussi des enjeux d'espace public limité dans les villes. Les véhicules automobiles, vous le savez, occupent énormément de place. On a aussi des enjeux de lien social. Il y a des études intéressantes, je ne m'étalerai pas là-dessus, mais qui ont été faites sur les liens sociaux qui existent dans les rues où il y a moins de 5000 véhicules par jour. Il y a beaucoup de liens, les gens se connaissent leurs voisins, les gens d'en face, d'à côté, etc. Et dans les rues où il y a plus de 10 000, il y a beaucoup moins de liens sociaux. Et dans les rues, il y a plus de 30 000 véhicules par jour. Il y a pratiquement plus personne qui se connaît. Les gens, évidemment, ne restant pas sur les trottoirs et subissant le trafic. Donc, c'est pas des espaces dans lesquels il y a du lien social. Donc, il y a énormément d'enjeux autour de cette question de la mobilité. Il ne s'agit pas, comme on pourrait le croire, d'une question de préférence personnelle, de dire moi je préfère la voiture parce que je peux mettre la radio à fond, moi je préfère le vélo parce que je trouve ça sympa, et le bus parce que je peux lire le journal ou regarder mon smartphone. C'est vraiment, on est face à un problème collectif, on a une exigence de responsabilité collective par rapport à ça. Et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une situation qui est une anomalie historique.
parce que les 70 dernières années ont vu un développement phénoménal des infrastructures routières au détriment de tout le reste. On a construit des autoroutes, des routes. On a tous vécu dans ces villes depuis notre naissance, quel que soit notre âge, où quand on sort, il y a des voitures partout. Mais dans 200 ou 300 ans, il est assez évident que les historiens considéreront que c'est une anomalie absolue que d'avoir conçu des véhicules et acheter en masse des véhicules qui sont prévus pour 4 ou 5 personnes, dans lesquels on peut mettre donc une famille entière, des bagages, éventuellement un chien, et qui est utilisé à cet effet peut-être une, deux, peut-être 4, 5 fois pour les plus chanceux par année. Et puis le reste du temps, c'est-à-dire l'écrasante majorité du temps, les gens sont seuls dans leur véhicule pour transporter leurs 50 ou 80 kilos ou plus qu'ils pèsent. Donc il y a un délire absolu de notre civilisation d'avoir développé jusqu'à ce point-là un mode de transport voilà, pour se déplacer seul, parce que c'est le taux de remplissage des voitures, c'est 1,2 personnes aux heures de pointe par voiture, 1,2 personnes par... Donc, autant dire que les gens sont tous seuls dans leur véhicule. Et on déplace 2 tonnes d'acier pour ça, on occupe 10 mètres d'espace et les véhicules restent immobiles 95% du temps parce qu'ils sont en stationnement. Donc, il est évident que cette situation actuelle, elle n'est pas une situation d'équilibre plus ou moins entre les modes de transport où il s'agirait maintenant de donner un petit peu aux uns, un petit peu aux autres, mais une politique véritablement responsable, c'est une politique qui opère un changement drastique, une réorientation drastique de nos modes de transport pour sortir de cette ornière dans laquelle on s'est mis ces dernières décennies et qui rééquilibre la voie publique, les transports, les règles de circulation en faveur radicalement des modes doux, piétons, vélos et des transports en commun. Donc toute politique, à notre sens, qui viserait à jouer ce ménager, la chèvre et le chou, est une politique profondément réactionnaire, voire complètement irresponsable par rapport aux enjeux actuels. Je pense que c'est important de concevoir ça, parce que c'est vrai qu'on a considéré que la situation actuelle était un peu normale, mais disons, historiquement, elle sera considérée comme une aberration absolue. Et toutes les personnes qui aujourd'hui prennent la responsabilité de perpétuer cette aberration doivent aujourd'hui se considérer comme responsables de ne pas opérer les changements réels qui sont nécessaires. Donc on en arrive à cette situation où ceux qui aujourd'hui utilisent des modes de transport qui produisent aucune nuisance, aucune pollution, les piétons, les cyclistes notamment, sont obligés de respirer les gaz d'échappement des voitures, doivent appuyer sur un bouton pour espérer avoir le droit de traverser la route pour les piétons, et les cyclistes se retrouvent sur des aménagements cyclables qui ont été faits là où on pouvait, là où ça gênait pas trop encore les véhicules, de temps en temps une piste cyclable au mieux, de temps en temps juste un coup de peinture, une bande cyclable, et puis c'est des bouts de piste ici et là, et dans le reste du temps on est au milieu des camions et des voitures. Donc, en plus de cette situation aberrante, les cyclistes à Genève vivent en ce moment en plus une vague de criminalisation. Il y a des amendes complètement surréalistes qui ont été apposées. Je crois que c'était une femme de 73 ans, là j'ai lu ça au printemps, qui s'est pris 2660 francs d'amende. 2660 francs d'amende parce qu'elle a heurté une piétonne sur un passage, enfin sur un trottoir où c'était mixte, vélo et piéton. Elle avait tout à fait le droit de circuler là. Elle s'est retrouvée à l'hôpital, la piétonne n'a rien eu. Mais elle a pris 2660 francs d'amende. Alors ensuite, l'amende a été revue à la baisse. Mais disons, il y a des dizaines de cas de ce type d'exemple. Et encore récemment, l'État a fait une immense vague de répression, a collé plus de 300 cyclistes, je crois, pour non-respect des aménagements ou du code de la route. Ces aménagements dont je disais qu'ils sont extrêmement mal conçus. Donc, notre association avec l'initiative que j'ai évoquée tout à l'heure, l'initiative pour la mobilité douce, notre association a cherché à répondre à ce problème qui est aujourd'hui crucial à Genève. Et qu'est-ce qui a été fait depuis le vote populaire de mai 2011, où la population a accepté, à une courte majorité certes, mais à une majorité tout de même, notre initiative? Eh bien, à peu près rien. Il y a eu des plans qui ont été élaborés sous l'ère de la magistrate précédente, Madame Künzler pour pas la nommer, qui étaient des plans d'aménager des pénétrantes cyclables depuis les communes périphériques jusqu'aux portes de la ville, sachant que l'intérieur de la ville est un endroit où il y a le plus de conflits, où ça devient plus difficile, disons, on met pas comme ça du jour au lendemain une piste cyclable sur le pont du Mont Blanc. Par contre, parce qu'on sait que ça lève un certain nombre d'oppositions, que ce soit des associations pro-voiture ou de la droite, ou des milieux de défenseurs de l'automobile. Donc, la tactique avait été de dire on fait des aménagements, des pénétrantes cyclables qui seront continus depuis la périphérie, qui viennent jusqu'aux portes de la ville comme première étape.
Et ensuite, on ira plus loin. Alors ça a été balayé et sauf erreur mis dans un tiroir depuis. Et depuis les dernières élections, on a vu des mesures qui ont été prises, comme la suppression d'aménagements cyclables, comme à la rue de l'École de médecine, comme le retour l'arrivée probable de motos sur les voies de bus, le développement des places pour les 2 roues motorisées, des zones vertes pour les véhicules motorisés qui péjorent beaucoup pour les piétons, parce qu'on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que les temps d'attente piétons dans certains endroits ont été énormément péjorés par l'arrivée de ces zones vertes voitures, où il y a plus que des fois, plus un tiers, voire plus d'attente par rapport à avant quand on est piéton au feu sur ces grands axes. Donc on coupe encore plus des communes qui sont coupées par les grands axes. On a vu une diminution de l'offre des TPG, on a vu l'arrivée de ces feux clignotants orange la nuit, qui sont alors aussi un problème pour les piétons. Toujours pas de vélo en libre service, et puis un projet, la relance d'un projet d'autoroute sur le lac qui peut se chiffrer jusqu'à 8, 9, peut-être même davantage de milliards, donc 8, 9, peut-être 10 milliards de traversée du lac, qui va visiblement absorber une grosse part des budgets de la mobilité et des transports ces prochaines années s'ils devaient venir à se réaliser. Donc, en plus de ces aspects-là qui sont visibles et constatables par tout un chacun, il y a d'autres aspects qui se passent plus en coulisses, des freinages qui sont parfois malheureusement encore la réalité des services de l'État. Où moi, je vais prendre 2 exemples concrets. Un exemple qui est un carrefour particulièrement dangereux entre les quartiers de l'Europe, Saint-Jean et pas très loin de l'école de Kella, du cycle de Kella, où notre association, sous la pression des habitants, a lancé une pétition demandant un réaménagement de ce carrefour, demandant une régulation meilleure des feux, parce qu'il y a des centaines d'enfants et d'adolescents qui traversent ce feu chaque jour. Et la ville de Genève a agi, a élargi un trottoir, a fait ce qui était en son pouvoir suite à de la pression. Hein. Ils n'ont pas agi tout seuls non plus. Hein. Il a fallu une pétition, acceptée à l'unanimité du conseil municipal. Ensuite, il a fallu une manifestation, mais la ville de Genève a agi. Et cette pétition, également acceptée par le Grand Conseil, n'a toujours provoqué aucun résultat du côté de l'État, parce qu'il y a une répartition des compétences à Genève entre la commune entre les communes et le canton qui est complexe, mais qui, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la régulation des feux est une charge cantonale. Donc si on veut modifier un feu rouge quelque part, allonger un temps de feu pour les piétons ou instaurer un feu vélo, il faut s'en référer à la Direction générale des transports. Et ben là, c'était un des éléments cruciaux de la demande. Il n'y a toujours rien eu de la part du canton, toujours aucune action de ce point de vue-là. Donc, en conclusion, je dirais qu'on n'a, pour l'instant, pas vu de mise en œuvre concrète de l'initiative pour la mobilité douce qui a été votée il y a 5 ans. Dans le même temps, la société, elle évolue, elle change. Le taux de motorisation des ménages est en baisse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de ménages sans voiture aujourd'hui qu'il y en avait il y a 15 ou 20 ans. Genève, en 2000, il y avait 30% en ville de Genève qui étaient des ménages sans voiture. Donc 30% des ménages n'avaient pas du tout de voiture en ville de Genève il y a 16 ans. Et ce taux est passé à plus de 40% en 2010 et sans doute que les derniers chiffres de 2015 nous montreront qu'il y a encore une évolution qui va s'approcher donc de la moitié des ménages en ville de Genève qui n'ont pas de véhicule. Soulignons, le 40, peut-être 45% maintenant. Par comparaison, Bâle ou Berne, c'est à plus de 55% des ménages qui n'ont pas de voiture. Donc on voit que les choses évoluent dans la société. Malheureusement, les choses peinent à se concrétiser du point de vue des actions de l'État. Et je pense que la leçon qu'on doit tirer de ça, c'est que nos associations, elles ont des modes, des moyens d'action, mais elles ne sont rien s'il n'y a pas une mobilisation de la population, des personnes concernées derrière. Or, si on prend l'exemple des villes du Nord qui ont réussi cette transition, parce que les grandes villes du Nord de l'Europe, Amsterdam, Copenhague et d'autres villes des Pays-Bas et de la Hollande, ont des aménagements cyclables souvent exemplaires, ont des taux de déplacement à vélo qui, pour certaines villes, dépassent les 50-55% de déplacement à vélo. À Genève, par comparaison, on est dans le canton à 5%, on stagne à 5%. Pourtant, des villes suisses alémaniques font 10-15%. Ils ne sont pas différents de nous, ils sont pareils, ils sont constitués de la même chose. Et en Hollande, il y a du vent, et aux Pays-Bas aussi. Donc, ce n'est pas du tout un objectif inatteignable que d'augmenter cette part modale du vélo.
Mais pour ça, à mon avis, l'exemple qu'il faut prendre sur ces villes, c'est que ça nécessite une vraie mobilisation de la population, de ne pas laisser le choix aux autorités. C'est ce qui a été fait là-bas. Il y avait beaucoup d'accidents. Les gens sont descendus dans la rue avec des poussettes, des enfants, ont déployé des banderoles, ont bloqué le trafic. Et ils ont dit maintenant, il faut réaménager ces rues de ces villes de manière à donner une place plus importante à la mobilité douce et aux déplacements piétons et vélos. Et c'est ce qui a été fait avec un grand succès là-bas. Et donc, je pense que la leçon qu'on doit tirer, c'est qu'il faut que les personnes qui se sentent concernées par ces thématiques-là s'engagent dans les associations, participent aux rassemblements, aux manifestations, aux pétitions, aux récoltes de signatures, écrivent des lettres de lecteurs, écrivent des lettres à l'État et se mobilisent parce que il se passera rien si on attend simplement que les autorités agissent, en particulier si on commence et on continue d'élire des gens qui vont pas dans ce sens-là. Et disons, l'exemple très récent du jour et très sombre nous montre que, disons, l'homme le plus puissant de la planète est quelqu'un qui désormais pense que le changement climatique est un canular des Chinois. C'est malheureusement ce qui est la réalité de notre monde aujourd'hui. Donc si on continue à placer des démagogues comme ça au pouvoir, rien ne se fera, les choses vont plutôt se dégrader, sauf si ils rencontrent une vraie mobilisation de la population. Et dans ce cas-là, je suis convaincu et absolument certain qu'on pourra faire avancer les choses dans le bon sens. Voilà. Merci.